Bonsoir, aimables auditeurs, vous êtes sur Africa Midi dans l'émission Savoir et Comprendre. Nous sommes dimanche 4 février 2024. Au micro, Ibrahim Ahmed Ba. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est le troisième numéro de cette saison 2024 de Savoir et Comprendre. Nous sommes en direct sur africamidi.com, également sur la page Facebook de la radio, c'est Africa Midi. Notre invité de cette première partie, c'est M. Boubacar Sidiki Diallo. Il est président du parti UMP Guinée. C'est un ancien député à l'Assemblée nationale guinéenne, également ancien conseiller national de la transition. Avec lui, nous allons parler de la Guinée et de l'Afrique. Vous savez, depuis 2 ans, la Guinée est dirigée par le CNRD à travers Mamadi Doumbouya, dorénavant, qui est général Mamadi Doumbouya. Et nous allons parler de cette gestion avec notre invité. Et également, nous parlons de l'Afrique. L'Afrique, à travers un certain nombre de sujets d'actualité, entre autres, le départ des pays membres de l'AES de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons en parler. Il sera l'occasion aussi d'échanger sur ce qui se passe du côté du Sénégal avec le report de l'élection présidentielle à travers un discours du président Macky Sall prononcé hier depuis Dakar. Aimables auditeurs, bonsoir. Vous êtes sur Africa Midi. Nous allons avec notre invité, M. Sidiki Diallo. Bonsoir. Bienvenue sur Africa Midi. Monsieur Diallo, est-ce que vous m'entendez? Boubacar Sidiki. Oui, bonsoir Ahmed, bonsoir à tous les auditeurs. Pour parler de la Guinée, nous allons commencer par cette première partie. La Guinée, aujourd'hui, ça fait 2 ans, 4 mois, depuis qu'on a le dorénavant général Mamadi Doumbouya à la tête de la Guinée. Ma toute première question, 2 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir en peu de mots pour nos auditeurs? Voilà, d'abord, encore une fois, merci. Je crois que aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, c'est que la Guinée est dans une situation d'exception, une situation de refondation, comme l'ont dit les géniteurs de la situation, et que aujourd'hui, il y a des chantiers ouverts, il y a des activités gouvernementales qui sont annoncées, des réformes qui ont été amorcées et beaucoup d'interrogations, beaucoup d'attentes, beaucoup d'inquiétudes et un silence, un très grand silence des politiques et de la société civile et une très grande interrogation des Guinéens. Voilà ce qu'on peut retenir. On entend à travers votre voix, vous avez parlé de beaucoup d'inquiétudes, mais j'ai l'impression qu'on l'entend à travers votre voix, M. Diallo. Qu'est-ce qui ne va pas concrètement? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ces interrogations? Est-ce que la parole n'a pas été respectée? Est-ce que le système a avalé le nouveau régime? Il est où le problème? En fait, lorsqu'on parle d'interrogation, ça veut dire qu'on ne connaît pas la réponse. Si la réponse était évidente, on n'aurait pas parlé d'interrogation, mais on aurait parlé plutôt d'attaque, ou disons plutôt de fait. Mais lorsqu'on parle d'interrogation, ça veut dire que voilà, on ne sait pas où on va, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne marchera pas, jusqu'à quand ça va tenir et comment ça doit se faire, etc. Les politiques aujourd'hui se cherchent, chacun essaie de savoir comment tout ça va finir, où est ma place. Donc les politiques ne sont pas impliqués dans la gestion et également les autres acteurs ne sont pas tout à fait impliqués, c'est une affaire du CNRD. Alors c'est ça les interrogations. D'accord, derrière cette interrogation, il y a une inquiétude. Oui, l'inquiétude, c'est au niveau du peuple. Vous savez, la Guinée est composée de beaucoup de franges de la société. Il y a les Guinéens qui s'inquiètent de qu'est-ce que le lendemain est fait de quoi.
c'est quoi la refondation et à la suite, qu'est-ce qu'on va y gagner? Est-ce que nous devons soutenir, continuer à observer le calme, le silence et l'accompagnement? Ou est-ce qu'on doit se réveiller pour réclamer des choses que nous pensons être ce qui doit être fait? Donc, à ce niveau-là, c'est au niveau de la population. Maintenant, les politiques, aujourd'hui, vous avez vu, sur le chemin politique, vous ne verrez il y a peu d'institutions politiques qui s'expriment aujourd'hui. Celles qui s'expriment se victimisent et réclament d'être remis dans leurs droits, ce qu'ils estiment être leurs droits, et les autres préfèrent observer le silence. Parce que tout simplement, beaucoup se perdent de repères aujourd'hui. Vous savez, la Guinée, c'est un pays paradoxal. C'est-à-dire que vous dites je suis cultivateur, mais vous ne cultivez jamais. Vous critiquez les pêcheurs, vous critiquez les chasseurs, vous critiquez les artisans, mais vous qui vous dites agriculteur et qui ne cultivez pas, vous ne vous critiquez pas. Voilà comment est fait le quotidien du monde politique guinéen. Toutes les institutions disent nous travaillons pour le pays, on se sacrifie pour le pays, pour la nation, mais quels sont les actes de développement que les politiques posent? Ils ne participent pas à la formation, ils ne participent pas à la sensibilisation, ils ne participent pas à, si vous voulez, au domaine de la recherche. Même ceux qui ont des compétences avérées ailleurs, ils ne les mettent pas au service des Guinéens, mais les politiques ne parlent que d'agenda politique, élections, accords, dialogue, etc., etc. Pendant plus de 10 ans, depuis 2010, les politiques ne font que ça. Et aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas cette matière à discuter, donc les uns sont réduits au silence, les autres réclament leur liberté, comme ils disent, voilà. Donc voilà un peu le constat au niveau politique. La société civile, elle est morte, elle n'existe pas. Aucune société civile aujourd'hui ne fait son travail. Le rôle de la société civile, c'est de défendre les droits des citoyens dans des dimensions où il y a des thématiques, où il y a des sujets de société qui puissent faire avancer le débat et faire évoluer les droits. Mais vous ne voyez aucune plateforme de la société civile réclamer quoi que ce soit. Alors, certaines franges de la société civile, même quand elles réclament des choses complètement erronées. Quand j'ai vu les syndicats réclamer une augmentation de salaire de 100%, c'est comme s'ils ignoraient complètement les réalités de l'État et de la trésorerie publique. Alors, voilà, le constat est là. C'est-à-dire que si on ne met pas une remise en cause pour que chacun sache qu'est-ce qu'il doit faire et comment il doit le faire et pour quel but, alors on est parti pour la personnalisation de tous les débats publics et politiques. Et puis finalement, les uns s'attaquent aux autres. Quand tu es président, l'autre groupe ne l'est pas, ils doivent te combattre. Personne ne cherche à s'ajouter à l'autre pour pour créer la complémentarité, pour que ça avance. Chacun cherche à combattre l'autre pour des positions qui ne servent ni à l'État, ni aux populations, ni au pays, mais pour des questions d'intérêt de groupe ou de personnes. Voilà la triste réalité de notre pays aujourd'hui, Ahmed. D'accord. La triste réalité, vous avez parlé donc des politiques, de la société civile et de l'État et des dirigeants depuis 2 ans. C'est vrai, vous avez dit il y a des inquiétudes, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup d'interrogations. J'ai l'impression qu'on n'a pas de visibilité. Quelle est la responsabilité aujourd'hui des autorités de l'État guinéen, du CNRD, de ceux qui dirigent la Guinée, face à cette situation? Bon, je crois que la responsabilité de l'État est celle de donner satisfaction d'abord pour les besoins primaires, les besoins d'intérêt général, ce qui impacte directement aux conditions d'existence de la population. Et à ce niveau, je crois que les réformes qu'ils sont en train de faire peuvent au moins justifier
ceci. Maintenant, de l'autre côté, il y a également que l'incompréhension est née du fait que les acteurs politiques n'arrivent pas à, comme on dit, à télécharger leur logiciel et l'adapter à la situation nouvelle. Ils sont dans des rhétoriques complètement très rétrogrades et donc il y a une incompréhension. Si moi je crée une situation de non-droit, qu'est-ce qui fait que quand je vous donne un coup, dès que je vous donne un coup, vous portez plainte devant le juge pour coup et blessure? C'est parce que cette situation-là, elle est prévue et réprimée par la loi. Quand vous me portez un coup, je porte plainte pour coup et blessure. Lorsque vous m'insultez, je porte plainte pour injure publique. Lorsque vous prenez mon bien sans mon accord, je porte plainte contre vous pour vol. Tous ces faits sont prévus par la loi. Mais lorsque je vous fais un acte qui n'est pas prévu par la loi, alors cet acte, il s'appelle un acte qui n'est pas prévu par la loi, donc c'est une situation d'exception. Mais généralement, la situation d'exception est toujours dans des paramètres que la loi elle-même a réglés. Il y a des dimensions dans lesquelles la loi dit, si je n'ai pas prévu quelque chose et qu'il se fasse, il y a une jurisprudence. Ensuite, vous qui êtes le géniteur du fait nouveau, vous en êtes le propriétaire. C'est comme si vous mettez un enfant au monde, vous lui donnez le nom. Moi, je ne viens pas donner le nom du fils de Ahmed à sa place. Alors, si l'armée prend le pouvoir, c'est une situation de non-droit, mais une situation qui est déjà s'inscrit dans le cadre de certains précédents qui sont connus, le coup d'État. Alors, quand ils viennent, ils disent, nous faisons de la refondation. La refondation est différente des autres situations de coup d'État qui enfantent des transitions. La transition, comme son nom l'indique, c'est une période de transition, c'est-à-dire de transit, une période de passage, d'accord, normalement, qui est censée nous amener à renouer avec un ordre constitutionnel, mais dont la cause était éminemment et évidemment prévisible. Mais la refondation, c'est une situation nouvelle qu'on vient de voir et connaître. Alors, lorsque celui qui prend le pouvoir dit « je fais la refondation », au lieu de l'applaudir, il faut lui poser la question, c'est quoi la refondation? Il te définit le concept et tu essaies de savoir si tu y intègres ou pas. Mais au lendemain du coup d'État, tous les politiques de la République de Guinée, même ceux qui ont des professorats, des doctorats d'État en droit, ont applaudi, ont accompagné, et il y en a même qui ont réclamé la paternité du coup d'État. Donc ça veut dire que l'armée, dans une situation exceptionnelle, a bénéficié de la plus grande légitimité jamais obtenue en République de Guinée. Tout le monde a adhéré. Sauf que les gens y définissaient le fait nouveau de différentes manières. L'armée a dit nous faisons la refondation. Les politiques qui ont applaudi et qui ont dit c'est grâce à notre combat que tel est arrivé, eux ils étaient dans un esprit de transition. Donc dans leur cerveau, l'armée a pris le pouvoir pour immédiatement organiser des élections et laisser le pouvoir. Mais sauf que la même armée a dit, bon, pour savoir qui est dans notre esprit et qui ne l'est pas, ils ont demandé aux politiques, donnez-nous, faites-nous des mémos pour nous permettre de savoir comment on va amorcer la refondation. C'est là où l'incompréhension est née. Alors, lorsqu'ils l'ont dit, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils se sont mis à se fendre de chronogrammes et non de mémos dans lesquels ils doivent accompagner la junte à faire les réformes nécessaires pour changer tout ce qu'ils dénonçaient de la gouvernance de Alpha Condé avant d'aller aux élections attendues. Donc quand l'armée a vu que tous ces gens-là, tous ces politiques, 1900 mémos donnés qui ne constituent qu'à 90% que des chronogrammes pour leur demander de quitter, avec des jeux de hasard. Il y en a qui leur donnent 12 mois, d'autres 15 mois, d'autres 18 mois. Les plus gentils leur donnaient 30 mois. Alors finalement, c'était devenu un jeu de loterie. Donc l'armée s'est rendue compte que la refondation qu'ils viennent instaurer n'est pas comprise et appropriée par le monde politique, mais plutôt
ils prennent ça comme étant une façon de leur rendre le pouvoir tout de suite. Donc, ce n'est pas des gens qui doivent les accompagner dans la refondation, mais c'est des gens qui veulent les ravir le pouvoir. Alors, ils ont commencé à dire, bon, écoutez, on va faire l'état des lieux. Tous ceux qui ont pris les biens de l'État, ils doivent les rendre. Tous ceux qui ont expolié les caisses de l'État doivent répondre. Ils ont créé une juridiction spéciale qui est la CRIEF pour connaître les délits économiques et financiers. Et puis après, ils ont commencé à rechercher les terres de l'État. Voilà comment les choses sont parties en vrille. Et aujourd'hui, les politiques, ceux qui se sont sentis directement incriminés, se sont exilés. Les autres ont été mis en prison et certains ont été réduits au silence par eux-mêmes. Ils ont préféré ne rien dire. Voilà la situation. Et dans cette situation, je vois des Guinéens qui vous disent, vous êtes pour le CNRD ou bien vous êtes pour l'opposition. Mais il n'y a pas d'opposition. On s'oppose à quoi? Quand on dit on va faire la reddition des comptes, on va essayer d'épurer tous ceux qui ont pris les biens de l'État. Toi, tu vas faire l'opposant contre quoi? Contre cette idée? Non. Si on doit faire les comptes, on fera les comptes. La seule chose qu'on va demander et exiger, il faut que les comptes soient bons et justes et que chacun puisse bénéficier de sa liberté, de sa présomption d'innocence jusqu'à ce que le juge en dispose différemment. Mais non, les gens rentrent encore dans un antagonisme incompréhensible comme d'habitude. Ils créent des associations politiques et dans le seul but de combattre maintenant le CNRD. Alors, dans ce schéma, Ahmed, comment pouvons-nous dire que nos actes du jour et du moment sont faits pour servir l'État, pour servir la Guinée, la nation, la patrie, et pour les Guinéens? Si je dois aller prendre quelqu'un qui est soupçonné d'avoir dilapidé les biens de l'État, tout le monde se lève. Ah oui, non, lui, les Noirs, c'est contre notre ethnie. Ah non, lui, les jaunes, c'est contre notre parti. Ah non, lui, les verts, c'est contre notre corporation. Finalement, ce sont ces antagonismes-là qui vont pousser l'État à laisser l'impunité prospérer. Parce que si on n'a pas arrêté les voleurs d'avant-hier et d'hier, comment ils vont exiger qu'on prenne les voleurs d'aujourd'hui? Et si les voleurs d'aujourd'hui ne doivent pas être poursuivis, comment demain les voleurs vont être inquiétés d'être poursuivis? C'est qu'on rentre dans une logique à ne plus nous attaquer au mal. Parce qu'il y a eu du mal et tout le monde s'accorde à dire ne toucher à personne. Dès que vous touchez à un seul Guinéen, on trouve une étiquette d'explication pour montrer que oui, il est ségrégé parce qu'il est ça. Et pourtant, M. Diallo, on a touché à des responsables politiques et puis la vie continue. Il y a aujourd'hui des membres du régime dernier, du régime d'Alpha Condé, qui sont aujourd'hui en prison dans une situation judiciaire. À travers le dossier de la CRIEF, vous avez aussi des opposants aussi qui sont en exil forcé, entre guillemets, certains le diraient. Et j'ai envie de poser la question, c'est vrai, vous êtes un responsable politique, vous êtes aussi juriste, vous avez fait du droit. Vous, en tant qu'homme politique, mais surtout en tant qu'une personne qui connaît la loi, quelle est votre appréciation de la façon dont les dossiers de la CRIEF sont en train d'être gérés aujourd'hui? Il y a eu beaucoup de critiques. J'aimerais avoir votre appréciation, vous. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que les droits de ces personnes soupçonnées des actes pour lesquels ils sont aujourd'hui en prison, est-ce que pour vous, tout se passe bien en respectant les règles et en respectant les droits? D'abord, on ne peut pas juger la CRIEF parce que c'est une juridiction. Deuxièmement, on ne peut pas juger quelqu'un qui n'a jamais pris une décision définitive. Avant de juger la CRIEF, on attend d'abord qu'elle ait prononcé une décision de justice et après, maintenant, on essaie de savoir est-ce que cette décision elle est fondée de droit ou pas. Aujourd'hui, elle est en train de suivre un procès. Maintenant, dans ce procès-là, il y a deux façons. Il y a que soit les gens décident à rendre la justice de la façon la moins humaine ou de la façon la plus humaine. La façon la plus humaine, moi j'ai plaidé pour la faveur des détenus
qu'ils soient assignés à résidence jusqu'à la fin de la décision finale qui va décider s'ils doivent rentrer à la maison ou s'ils doivent être retenus dans les liens de culpabilité. Ça, c'est une décision humaine. Mais si le procureur ou le juge décide qu'ils soient maintenus en détention, c'est dans des conditions aussi que la loi aménage. Lorsque vous n'avez pas la garantie que le détenu va rester et ne va pas s'échapper, alors il y a des mesures spécifiques qui tendent à le maintenir en détention jusqu'à l'issue du procès. Donc si aujourd'hui on se met à juger le juge, à juger la justice, à juger les juridictions qui ne se sont même pas prononcées en définitive, alors on rentre dans de la spéculation, on rentre dans la politisation du procès, on rentre dans les pamphlets. Alors ça ne nous donne pas... Écoutez, en Amérique, c'était le pays où les droits étaient les plus violés sur la planète Terre. Mais où est-ce que les Noirs faisaient les recours? C'est devant les juridictions des Blancs qui les mettaient encore dans cet établissement-là. Mais puisqu'il n'y a pas autre moyen que la justice pour rendre justice et dire le droit, c'est devant ces mêmes Blancs colons qui les ségréguaient, c'est devant eux que les recours ont prospéré jusqu'à ce que les esprits se sont transformés et le bon droit a commencé à être dit. Mais si nous ne voulons pas passer par cette étape d'évolution humaine, nous voulons que quand le juge dise quelque chose, que ça plaise à la majorité des Guinéens pour qu'on dise la justice elle est bonne. Même si elle dit le droit, si ça ne plaît pas aux Guinéens, ils vont dire la justice est vendue, la justice est bancale, la justice est politisée. Alors, nous sommes une élite. Notre objectif, c'est de faire en sorte que cette justice-là serve aux générations actuelles et futures. Mais si nous-mêmes nous contribuons à la dégrader, à l'attaquer, à la désorienter, alors finalement, on aura fait une interférence dommageable dans ce processus que nous vivons aujourd'hui. Et ce n'est pas notre travail. Moi, je pense aussi bien qu'il y a la présomption d'innocence pour tout inculpé, mais il y a aussi la présomption de bonne justice qu'on doit donner à nos institutions judiciaires. Maintenant, lorsque le juge va prendre une décision de justice, je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai répété, dans une décision de justice, il y a deux parties. Il y a la partie qu'on appelle le motif, où le juge explique les faits et les points de droit, et il y a le dispositif où il donne la décision finale en fonction qui est la résultante du motif. Alors, ces deux éléments-là nous permettent de savoir quels sont les faits, quels sont les points de droit, quelle est la logique que le juge a suivie pour en arriver à la décision finale. Et puis, ça nous permettra de savoir est-ce que le droit a été dit, est-ce qu'il a été bien dit. En plus, toute juridiction a des recours. On fait les recours et on fait prévaloir toutes les erreurs de la décision attaquée. Et puis, le prochain juge aura toute la faculté d'analyser et de comparer pour ensuite dire le bon droit qui a échappé au premier juge. Alors, il ne faut pas qu'on juge la justice, Ahmed. D'accord. Donc, si je vous entends, pour vous, dans cette procédure, il n'y a aucune violation des droits des accusés. Non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, Ahmed. J'ai dit qu'il ne me revient pas de juger une procédure en cours de jugement. Je juge les faits. Ahmed, vous avez dit d'attendre. Il faut que la décision soit prise. Ahmed, en Guinée, oui. C'est dans la Constitution, il n'y a pas de délit d'intention. Lorsque vous jugez la CRIEF aujourd'hui, c'est sur la base de quoi? Parce qu'elle est en train de juger des Guinéens? Parce qu'elle n'a pris aucune décision que vous devez attaquer, en bien ou en mal. Alors, aujourd'hui, il n'y a que des intentions sur la procédure et la façon dont les débats sont conduits. Mais ça ne doit pas fonder une opinion définitive. Laissons la CRIEF prendre des décisions, condamner des gens. Après, maintenant, on se prononce sur la procédure, sur le contenu, sur les motivations et sur la décision finale. Mais avant cela, bon, vous pouvez donner votre opinion, mais vous ne devez pas, moi je ne peux pas me permettre de donner une opinion publique sur un procès en cours qui n'a même pas fini. Et si demain la CRIEF libère toutes les personnes qu'on pense innocentes?
On va dire qu'elle a mal fait parce qu'elle les a libérés. Voilà le problème. Aujourd'hui, tout le monde pense que la CRIEF va absolument enfermer tout le monde, condamner tout le monde coupable et voilà, lire la sentence. Et si demain elle libère des gens qu'elle estime ne pas être poursuivable ou qu'elle ne peut pas retenir dans les liens de culpabilité, vous allez dire quoi? Ah oui, parce qu'il a libéré Paul, il a dit du bon droit, parce qu'il a arrêté, il a enfermé Pierre, il a dit du mauvais droit. Si c'est comme ça l'analyse que nous devons faire, c'est qu'on est en train d'ouvrir un débat nocif pour notre nation. On ne va pas se D'accord, j'entends bien votre réponse. J'entends votre réponse. Allons-y, sur l'aspect politique. Vous avez parlé tout à l'heure des responsables politiques. En réalité, vous avez pointé du doigt les responsables politiques et aussi les membres de la société civile. Je voudrais vous essayer de retourner la question ou la responsabilité à vous. Vous êtes très responsable politique. Quelle a été, votre participation dans cette situation de transition où on en est aujourd'hui pour faire avancer les choses concrètement? C'est qu'il y a eu des coalitions, le CNRD a écouté, a entendu, a reçu des responsables politiques, plusieurs, il y en a aussi qui sont en dehors de la Guinée. Vous, au niveau de l'UMP, qu'est-ce qui a été fait pour mes auditeurs, pour qu'ils comprennent concrètement? Très bien. Vous savez, Ahmed, il y a un contemporain qui disait que chaque génération a une mission. Il lui appartient de l'accomplir ou de la trahir. Pour notre part, à l'UMP, on a décidé d'accomplir notre mission. Et notre mission ne doit pas être faite de suivisme. C'est-à-dire que quand la majeure partie des politiques monte à gauche, vous devez les suivre pour être conforme parce que vous êtes politique. OK? On a décidé d'accomplir notre mission, mais dans l'objectivité. Lorsqu'il y a eu le coup d'État, nous sommes en droit d'être les plus fermement opposés au coup d'État. D'abord par ma formation de juriste et aussi par le fait que j'étais député issu d'une élection et que j'avais un mandat de 5 ans qui a été interrompu brutalement et de façon illégale. Donc j'étais en droit de m'opposer si c'était une question d'intérêt personnel. Mais quelques jours après le coup d'État, le président Mamadi a invité tous les leaders politiques au palais pour venir nous entretenir, nous expliquer le pourquoi du coup d'État, les motivations et qu'est-ce qu'il attendait de nous. Et c'est à ce moment d'ailleurs qu'il a lancé l'invite à toutes les institutions politiques de lui faire des mémos pour notre accompagnement au CNRD dans le cadre de la refondation. Et à cette rencontre, il y a eu quelques leaders politiques qui ont pris la parole, ce n'était pas tout le monde, dont j'ai eu le privilège de prendre la parole. J'ai fait un constat. Le premier, quand le président Alpha Condé avait arrêté tous les détenus issus des partis politiques, qu'on appelait les détenus politiques, on dit qu'Alpha Condé les a arrêtés, mais tous ont été arrêtés par décision de magistrats. C'est les procureurs poursuivants qui les ont poursuivis pour des faits. D'accord? Et on disait que c'est Alpha Condé qui les a arrêtés. Moi, je me suis insurgé, j'ai dit non, mais Alpha Condé ne peut pas arrêter quelqu'un. Si vous êtes en prison parce qu'un procureur a pris un acte, attaquez l'acte du procureur devant les juridictions. Les gens refusent de faire les recours dans notre pays. Ils politisent tout, ils disent non, c'est Alpha Condé. OK. Mais quand Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir, on lui a dit de libérer les détenus politiques. Il dit non, que ce n'est pas un acte du président qui les a mis en prison, mais c'est la justice. Il a instruit au ministre de la Justice de diligenter une procédure pour leur mise en liberté. Et ce jour, j'ai fait constater dans la salle, je dis, Monsieur le Président, vous venez de blanchir Alpha Condé parce que les gens disent que c'est Alpha Condé et que c'est les prisonniers d'Alpha Condé. Mais vous avez prouvé que c'était la justice. Donc la justice a un problème que les Guinéens refusent de dénoncer. Ils politisent les problèmes, quand bien même que c'est des problèmes judiciaires. On crée l'absolution aux juges, mais on attaque les politiques. Alors que le problème, c'est les juges. Pourquoi les politiques n'attaquent pas l'appareil judiciaire? Quand un procureur vient arrêter un leader politique pour un oui ou un non, c'est jamais vu. On a vu les aveux d'un magistrat qui venait demander à ce que son collègue mette en détention des activistes de la société civile pour que le président respire. Mais le président n'a jamais donné un tel ordre. D'accord?
Alors, j'ai fait remarquer au président que les gens manquent de discernement. J'ai dit en plus, durant les 10 années du pouvoir d'Alpha Condé, il s'est mis à pactiser avec les grandes institutions politiques du pays. Ils ont passé 5 accords qui ont violé les lois de la République, qui ont fragilisé la cohésion sociale, mais qui les ont donné des avantages à ces institutions politiques. Et j'ai donné l'exemple, ils se sont partagés les communes ici. Chacun a eu son quota et puis il y a eu le calme. Le jour où ils n'ont pas d'avantage, ils descendent les gens dans la rue et puis il y a des morts d'hommes. Les familles pleurent, les citoyens pleurent, mais pendant ce temps, les leaders sont dans leur résidence, le président est dans sa villa et puis voilà, point barre, et chacun dit je travaille pour la Guinée. Mais ce n'est pas vrai. On est en train de cuisiner les Guinéens par leur antagonisme. Je dis donc arrêtez de faire des compromis, Monsieur le Président. Je dis si vous rentrez dans les compromis, vous allez échouer. Ensuite, je l'ai dit, j'ai dit, Monsieur le Président, voici les politiques qui vont vous dire faites vite pour quitter, parce qu'ils veulent venir là. J'ai dit aussi longtemps qu'un tracteur veuille s'aimer, labourer et récolter, il ne doit pas rouler 300 km à l'heure, sinon il ne va rien labourer. J'ai dit donc, celui qui vous demande de faire la vitesse, refusez la vitesse. Ensuite, arrêtez de faire l'erreur d'Alpha Condé. Lui, il prenait des partis au-dessus des autres. On dit oui, lui c'est un grand parti, l'autre c'est un petit parti. J'ai dit un parti politique, même s'il a 1 million de militants, s'il a des idées qui détruisent le pays, on n'en a pas besoin. Mais un parti politique qui a 3 militants, s'il a de très bonnes idées qui peuvent servir la nation, voilà le plus grand parti dont on a besoin. J'ai dit donc c'est les idées qui ont bâti les cités. Vous pouvez revérifier mon discours lors de la rencontre, c'est passé à la RTG, c'est passé dans tous les médias. Donc, voilà ce que j'avais donné comme conseil au président Mamadi. Et au sortir de là, les grands partis ont dit, tous ceux qui ont accompagné Alpha Condé, on ne va pas s'asseoir avec eux. Voilà une idée d'exclusion. On vient de sortir d'un coup d'État. On est dans une situation d'exception. Au lieu d'être unis derrière un idéal et qu'on fasse un débat en tant que des cadres intellectuels, qu'on se dise devant cette situation quelle doit être notre orientation, quelle doit être notre position, quelle doit être notre contribution pour encadrer l'armée afin qu'on sorte de cette situation d'exception. Non, ce n'était pas le débat. Les vieux partis pensaient que Mamadi allait les appeler pour pactiser avec eux comme faisait Alpha Condé et comme ça, il allait partager le pouvoir et leur donner des positions. Donc, ils nous ont dit, vous n'allez pas participer. Et nous qui avons aidé Alpha Condé, et je ne regrette pas, ça a été ma meilleure expérience politique. Et je l'assume, et je le mets bien ferme. Vous comprenez? Je l'ai dit même devant le président Mamadi. C'est une chose que je ne regretterai jamais. Donc, nous, on s'est réunis, on a créé l'ICP. Et après, vous avez vu, il y a une hémorragie d'autres créations d'institutions politiques. Il y a eu le FPP, il y a eu le CPP, il y a eu l'UPP, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, finalement, ils se sont mis à se quereller pour juste un poste de premier représentant, c'est-à-dire le porte-parole des ensembles. Donc, ils se sont tous disloqués là-bas, jusqu'au moment où, finalement, il y a eu des mémos qui ont été envoyés par-ci, par-là. Donc, ils ont refusé qu'on parle de la même voix pour pouvoir vraiment mettre la pression sur l'armée afin qu'on trouve une solution globale pour qu'on gère ensemble cette refondation. Non. Donc, notre divergence, notre opposition bête, notre antagonisme a permis aux militaires de dire « Ok, on ne peut pas compter sur ces gens ». Tous ces gens-là, chacun ne prêche que pour sa chapelle. Et finalement, quand ils ont reçu les mémos, ils ont vu les intentions des uns et des autres, ils ont dit voilà, et au-delà du fait qu'ils s'opposent, ils veulent aussi nous dégager rapidement. Alors que nous, on est venus pour nettoyer des saletés dont eux-mêmes ils sont contribuables, parce qu'ils ont tous été des hauts dirigeants de l'État, des ministres. Vous comprenez? Donc tout est venu de là. Maintenant, vous me demandez qu'est-ce que moi j'ai fait. D'abord, premièrement, je soutiens le CNRD. Je soutiens le CNRD pour le simple fait que lorsqu'ils disent on va essayer de nettoyer comment on appelle ça, l'écurie de l'État,
ça fait partie d'une vision globale que l'UMP soutient. Quand ils disent on va finir avec l'impunité, on va poursuivre tous ceux qui ont détourné l'État, ça fait partie de notre programme de gouvernance. On va récupérer tous les biens de l'État, ça fait partie de notre programme de gouvernance. On va nettoyer les administrations publiques. Tous ceux qui doivent aller à la retraite vont partir. Il y a des vieux qui avaient fait 20 ans au-delà de leur temps de retraite, qui continuaient à occuper d'autres responsabilités. Pendant que les universités vous déversent des milliers de jeunes chaque année qui n'ont même pas la possibilité de faire un stage. Ça fait partie de notre programme de gouvernance. Donc, il n'y a aucune raison pour nous de refuser de soutenir l'armée qui est en train de prôner des valeurs qui fondent même notre programme de gouvernance. Donc, on a dit on les soutient. Est-ce que pour vous, donc, le projet de refondation est en bon chemin, si je vous entends bien? La refondation, premièrement, ils ont créé une juridiction spéciale qui va s'occuper de tous ceux qui vont toucher au bien public. Pour moi, c'est un pilier fondamental qu'ils ont posé, un acte clair qui crée la rupture avec l'impunité passée. Ça, c'est appréciable. Maintenant que cette juridiction fasse bien son travail ou qu'il y ait des imperfections, on peut toujours parfaire le système, mais il faut que ça existe. C'est l'inexistant qui est le handicap. C'est pas c'est pas le dysfonctionnant. Ça, c'est un. Deuxièmement, aujourd'hui, vous avez vu, au temps de Alpha, on débloquait les budgets sur le fonds d'entretien routier et on débloquait les budgets au nom de la réhabilitation des routes et on partageait les budgets, les routes crevées. C'est ce qui a dégradé les voiries à une vitesse exponentielle les 5 dernières années. Aujourd'hui, toutes les sociétés qui avaient déjà reçu l'argent sont en train d'exécuter les travaux. Allez-y voir les voiries en Guinée. Ça commence à aller. Je ne dis pas qu'ils ont tout solutionné, c'est impossible de tout solutionner. Mais aujourd'hui, c'est visible et c'est palpable. Même les plus sceptiques s'accordent à dire que les infrastructures routières sont en plein chantier et en pleine expansion aujourd'hui. Ça, c'est un acquis. Deuxièmement, tous ceux qui ont pris les bâtiments de l'État, aujourd'hui, on est en train de les récupérer. Je vous rappelle un fait, mais qui est très ahurissant. Sékou Touré avait laissé la Guinée avec un État qui disposait de 3000 logements bâtis sur l'étendue du territoire de la République. 3000 logements bâtis, c'est-à-dire 3000 maisons. Et au jour où le CNRD prenait le pouvoir, l'État n'avait pas 200 logements bâtis recensés, existants, et à disposition sous le contrôle de l'État. Il n'y a pas. Tous les hauts cadres de l'époque, chacun venait, même si on logeait les gens dans un bâtiment de l'État, il finit par se racheter ce bâtiment-là, il en fait sa propriété privée. Donc on a expolié l'État de façon sauvage. Et récupérer ça, pour moi, c'est rendre service à la nation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui crée la précarité? C'est le fonctionnaire guinéen. Avant, au temps de Sékou Touré, dans chaque ville, tous les hauts cadres de l'État étaient logés. Le directeur d'école avait un logement, le directeur de l'hôpital avait un logement, le chef de cabinet, l'inspecteur des impôts, le directeur des impôts, le directeur de cabinet, le gouverneur, le préfet, tous ces hauts cadres de chaque ville étaient logés par l'État. Aujourd'hui, partez dans les préfectures, même les préfets n'ont pas de logement. Même les préfets sont logés dans des maisons privées. Donc, si on a détruit les biens de l'État à ce point, il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui va venir rétablir ce déséquilibre-là et mettre fin à l'impunité. Aujourd'hui, quand vous prenez une maison de l'État, vous donnez à un membre du CNRD, même le numéro 2 du CNRD, il ne va pas accepter. Parce qu'il sait que vous lui donnez un piège empoisonné. Il sait que demain, on va récupérer ça dans ses mains. Et vous savez par qui la récupération de ces biens de l'État a commencé? C'est par Mamadi Doumbouya lui-même, en personne. C'est-à-dire lui-même, quand il est venu, il a bénéficié d'un espace où il a construit un immeuble à l'Andrea. Il a construit un immeuble à étage, il faut aller voir l'immeuble là, qui coûte plus, c'est-à-dire qui a plus de valeur que tous les immeubles saisis de ces anciens ministres qui crient aujourd'hui.
Il a été le premier à prendre les documents et à les rendre à la commission. Vous comprenez que ce immeuble et ce terrain lui a été attribué pendant le régime de Alpha? De Alpha, quand il est venu, il a construit une maison à étage. Mais quand il s'est avéré que cette zone, toute cette zone-là appartient à l'État, il a pris les documents et l'a rendu à la commission. Alors ça, personne n'en parle. Avec l'immeuble, expliquez-moi ça davantage. En réalité, si je vous entendais, il a donné tous les meubles à l'État. Ahmed, si tu rends les papiers d'une maison, tu libères la maison, c'est toute la maison que tu as rendue. Hein? Non, expliquez-moi, je vais bien comprendre. Parce que vous avez dit en même temps, ce n'est pas un petit immeuble. Donc, d'accord. OK. Pour ceux qui connaissent Conakry, c'est à l'Andrea. C'est à l'Andrea là-bas. D'accord. Donc cet immeuble-là appartient au général Mamadi Doumbouya qui l'a rendu. Alors si on récupère... Mais Mamadi Doumbouya ne savait pas avant que c'était un domaine de l'État quand tu lui as donné. Moi, je ne pose pas cette question. La question qui se pose aujourd'hui, c'est tous ceux qui ont pris les biens de l'État. Attendez. C'est tous ceux qui ont pris les biens de l'État les rendre. Regardez à Mamou, la place de la Conserverie. C'était presque tout un quartier. Les gens ont tout bradé. Aujourd'hui, il n'y a que le bâtiment où il y avait l'ancienne conserverie. Et quand vous partez récupérer ça, on vous dit non, vous êtes en train de détruire les biens des gens. Mais c'est pour l'État. À Gawal, où j'ai grandi, en plein centre-ville, il y avait une forêt classée. Nous, quand on était tout petits, on partait jouer là-bas. Les scouts, les mouvements pionniers venaient jouer là-bas. Ils ont détruit la forêt classée, ils ont morcelé le domaine, ils l'ont vendu. Aujourd'hui, des gens ont construit des maisons là-bas. Tout ça doit revenir dans le portefeuille de l'État. D'accord, M. Diallo, dites-moi. Ils ont commencé ces réformes, ça c'est des réformes visibles. Ils ont nettoyé les effectifs des armées. Tous ceux qui devaient aller à la retraite ont été mis à la retraite pour permettre un autre recrutement. Vous avez vu, ils ont commencé un recrutement. Les forces de défense et de sécurité, la douane, ils sont venus à la fonction publique. Aujourd'hui, on est à la digitalisation des fonctionnaires. Ça, c'est des réformes qu'on ne peut pas nier. Je comprends, M. Diallo. Ce sont entre autres les raisons pour lesquelles vous soutenez le CNRD, puisqu'on a une contrainte de temps, il reste un quart d'heure. Dites-moi, justement, le CNRD, justement, aujourd'hui, là où on en est aujourd'hui, l'Internet est coupé en Guinée et les Guinéens se plaignent beaucoup, je vous assure, moi personnellement, pour parler avec ma famille en Guinée, c'est un problème aujourd'hui. Et ça, il y a longtemps que ça n'était pas arrivé. J'aimerais avoir votre commentaire par rapport à cela et aussi par rapport à la transition. Quand est-ce que le pouvoir du CNRD, la transition va prendre fin? C'est que vous allez me parler justement du projet de refondation, mais c'est à quel moment que M. Doumbouya, le général Doumbouya, doit prendre les clés? Voilà, là vous me posez la question, c'est comme si vous demandez à un couple quand est-ce que vous décidez de faire un enfant. Il appartient au couple de s'asseoir et décider de faire un enfant. Non, vous devez avoir votre avis en tant que responsable politique qui soutenez le CNRD. Je suis d'accord, j'en viens. Vous savez, lorsqu'il y a eu les premières revendications par rapport à cette question de délai, les vieux partis se sont réunis pour demander un cadre de dialogue. D'abord, ce cadre de dialogue, ils l'ont voulu exclusif à eux et au CNRD. Ils ont dit, mais sans la société civile, sans les partis qui étaient avec Alpha Condé, nous voulons un cadre de dialogue, nous qui sommes les contestataires, pour qu'on discute avec le CNRD. Et puis, il faut mettre la communauté internationale dedans, qui va parrainer, qui va faire tout, parce que nous, maintenant, on a pris l'habitude, notre élite, notre plus vieille élite a pris l'habitude d'inviter tous les espions étrangers accrédités en Guinée à venir parler des secrets d'État de la Guinée. C'est eux les témoins. Mais même quand il y a problème, le témoin ne vient pas apporter la preuve du témoignage comme quoi, oui, c'était ce qui était l'accord, on garantit l'accord. Ça n'a jamais existé. Mais nos vieux politiciens continuent à les associer. Il faut que la communauté internationale soit là. Ils ont exigé, finalement, le CNRD a créé un cadre de dialogue permanent, incluant tous les Guinéens, toutes les institutions, société civile, partis politiques, personnes ressources, tout. Et pour leur faire plaisir, on a accepté
un médiateur de la communauté internationale. On a commis l'ancien président béninois. Alors, les gens qui ont demandé la mise en place de ce cadre de dialogue se sont retirés du même cadre de dialogue. Alors, vous demandez une chose, elle est acceptée, mais puisqu'elle n'est pas acceptée dans la forme que vous voulez, avec les composantes que vous souhaitez, vous sortez. Alors, où est-ce qu'on va se réunir pour parler de la fin de la transition? S'il n'y a pas de cadre de dialogue, les gens ont quitté le cadre de dialogue. Alors, qui va parler de la fin de la transition? Avec qui? C'est que le débat, il n'existe plus. Les gens se sont coupés du débat. C'est-à-dire que quand vous poursuivez, il y a tel citoyen guinéen qui est poursuivi. Mais le dialogue a continué ou non? Mais ceux qui ont accepté d'être dans le cadre de dialogue, ils continuent le dialogue. Vous comprenez? Mais sauf que les questions qui se posent, c'est quand vous venez dans une rencontre, vous posez les questions qui vous intéressent. Maintenant, les questions qui intéressent Paul et Pierre, c'est à eux de venir poser. Ceux qui ont intérêt à ce que la refondation s'arrête là pour qu'ils soient candidats, c'est à eux de venir poser la question du délai. Vous comprenez? Pour moi, tant que ces réformes-là sont en train d'être menées, la Guinée en a besoin, alors on continue les réformes. Peu importe le nombre d'années, le temps que ça prendrait. Mais attendez, la reine d'Angleterre, elle a été reine combien de temps? Est-ce qu'on lui a demandé quand son règne va finir? La Guinée, la Guinée n'est pas un royaume. On n'a pas de roi en Guinée, que je sache, M. Diallo. Non, mais je vous donne l'exemple des dirigeants premiers. Je ne vous dis pas que le roi belge égale le roi guinéen, non. Alors, justement, il n'y a pas de roi guinéen. Exactement. Donc, s'il y a un président qui prend le pouvoir, il faut que les gens acceptent de venir autour de la table pour dire, Monsieur le Président, OK, dites-nous d'abord c'est quoi votre refondation, parce que les politiques ne l'ont pas compris. Et ils pensent qu'on est dans la transition, et donc pour eux, leur façon de définir la transition, c'est d'organiser tout de suite des élections. Mais lui qui a pris le pouvoir, il dit, je suis dans une refondation. Donc il faut d'abord que les politiques viennent savoir c'est quoi la refondation, elle va prendre combien de temps, et pendant ce temps, comment est-ce que telle et telle chose vont être faites. Je vous rappelle, Ahmed, que la charte de la transition, qui est le document qui double la Constitution, c'est du jamais vu. Chaque pays n'a qu'une seule loi fondamentale qu'on appelle Constitution. Aussi grand qu'il puisse être. L'Amérique a 52 États, ils n'ont qu'une seule Constitution. Mais nous, par l'effet répété des coups d'État et c'est-à-dire l'évolution du droit constitutionnel dans les faits, nous a donné encore une autre forme de texte qui dilue et qui complète et qui seconde la Constitution qu'on appelle la charte de la transition. Et tenez-vous bien, tous ceux qui devaient être les contre-pouvoirs de l'État en Guinée sont partis installer le président Mamadi quand il prêtait serment sur la charte de la transition. Alors aujourd'hui, si on doit poser des questions de logique et de droit, mais posez-les à ceux qui ont c'est-à-dire à ceux qui ont violé la loi. Pour vous, on peut aller au-delà même de 2000. On peut aller au-delà de fin 2025 qui est prévu pour la fin de la transition. Du moment tant que le projet de transition n'a pas pris fin, pour vous, le Doumbouya peut continuer. Pour moi, tant qu'il donne des résultats qui impactent directement sur la Guinée, alors pour moi, il n'y a aucun problème. On peut les D'accord. Alors, l'autre question à laquelle vous n'avez pas encore répondu, c'est le problème d'Internet en Guinée. Vous avez des médias qui sont brouillés et puis la presse s'est plainte aujourd'hui en Guinée. Quel est votre commentaire? Oui, cette situation, elle impacte même au président de la République, parce que quand vous voulez appeler le président de la République à travers les applications des réseaux sociaux, s'il n'y a pas de réseau pour le citoyen de Koundara, il n'y a pas de réseau pour lui. Ils n'ont pas fragmenté le réseau pour dire tel a accès illimité, l'autre n'en a pas. C'est une restriction globale. Et cela expose le citoyen lambda, puisque les gens maintenant, il y a une prolifération de VPN en Guinée et les gens ne prennent pas conscience. Je crois qu'il faut que les gens apprennent à comprendre les causes. C'est pourquoi quand vous posez la question, j'aime bien. Le ministre Ousmane Gawal est sorti dire que la France a
un revenu annuel sur les choses, l'utilisation de ces réseaux sociaux en termes de taxes d'État qui va jusqu'au-delà de 30 milliards d'euros de taxes recouvrées. Mais la Guinée n'a même pas 100 millions de dollars de taxes recouvrées. Donc, ils doivent faire pression sur ces exploitants de payer les taxes convenablement. L'origine de la volonté de restreindre, c'est même pas coupé. Si vous dites Internet est coupé, c'est pas vrai. Internet n'est pas coupé en Guinée, mais il y a une restriction des fréquences, c'est-à-dire il y a une diminution de la fluidité. Donc, non, je vous l'accorde, effectivement, c'est une restriction, effectivement. Voilà. Donc, s'ils restreignent ça, moi je crois que les Guinéens devaient plutôt soutenir leur gouvernement pour dire, écoutez, quand j'ouvre Facebook, j'enrichis des milliardaires américains. Et aujourd'hui, les populations guinéennes, ça nous sert, hein, c'est bien. Mais au même moment, tous les Guinéens s'appauvrissent à un rythme exponentiel par l'utilisation de ces réseaux sociaux, par l'utilisation d'Internet qu'on paye plus cher qu'en Europe. Le Guinéen paye la connexion plus cher que le Belge, que le Français. Ici, moi, j'ai la télé avec toutes les chaînes, j'ai la téléphonie, j'ai la connexion illimitée, je paye 40 € par mois. Le Guinéen, 40 €, ça fait 400 000 francs. Ça, c'est la connexion de 2 semaines pour certains Guinéens. Donc, on paye plus cher ces réseaux sociaux que les Européens. On s'appauvrit. Et pendant ce temps, ceux qui se tapent des milliards, ils ne payent pas à l'État, c'est-à-dire la juste équivalence. Mais, bon sang, soyons patriotes nous aussi. Acceptons de souffrir pour que notre État gagne. Mais attendez, mais les raisons de cette restriction, M. Diallo. Non, les raisons, c'est bien, c'est ce que le ministre a dit. Tout le monde a suivi ça. Vous comprenez? Tout le monde a suivi ça. Il faut que ces compagnies payent les redevances à l'État. Sinon, ils vont essayer de restreindre leur champ d'application pour les contraindre à payer. Maintenant, si le Guinéen pense que c'est parce que, oui, lui, il est politique ou parce qu'il y a un blogueur qui dénonce là-bas, donc c'est pourquoi l'État restreint, ou bien c'est parce qu'on est contre tel ou on est contre tel. L'État n'a pas d'autre moyen de mettre la pression sur des entreprises qui sont en Guinée, or, mis à part de restreindre l'Internet. Ils ont des moyens, ils sont en train d'utiliser les moyens qu'ils ont. Sauf si vous pensez que ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas un moyen. Non, je demande, est-ce qu'ils n'ont pas d'autres moyens qui puissent moins impacter les citoyens lambda, le Guinéen lui-même, puisque si... Voilà. Mais Ahmed, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, je ne travaille pas pour l'État. Mais l'État a fait une situation dans laquelle il dit on perd des milliards de dollars par l'utilisation de ces réseaux sociaux, alors que d'autres pays gagnent. Il faut qu'on prenne des mesures restrictives pour que cela cesse. Pour moi, tout Guinéen devait dire je soutiens mon État. Si c'était en Chine ou en Asie, dans un autre pays asiatique, le peuple guinéen allait, même en termes de représailles, dire on va faire des journées, on va couper Internet pour saboter ces réseaux sociaux jusqu'à ce qu'ils payent les taxes de l'État. Mais non, ici, on s'attaque au gouvernement et on veut crever tout le monde là-bas. Bien. Il faut qu'on ait une dose de patriotisme chez nous. Il faut qu'on arrête de personnaliser toutes les décisions de l'État. Il faut qu'on arrête à nous attaquer. Ahmed, au moment où je te parle, j'ai un appel en attente de la Guinée sur mon Messenger. Vous comprenez? Il suit en direct ce qu'on est en train de dire. Et pendant ce temps, il y a des Guinéens qui disent qu'il n'y a pas Internet en Guinée. Mais lui, comment il me suit? Il faut que les gens aussi essaient d'être plus patriotes, d'être plus objectifs, d'arrêter... Un peu plus de dose de patriotisme. Voilà, à l'endroit des Guinéens. Monsieur Diallo, nous arrivons au terme de cet entretien. Je voudrais quand même poser 2 questions concernant l'Afrique de l'Ouest particulièrement, et du côté du Mali, le Niger et le Burkina, dimanche dernier, ils ont décidé de quitter la CEDEAO avec effet immédiat.
Quelle est votre analyse de cette situation? Quel est votre commentaire? D'abord, je trouve que c'est regrettable. C'est regrettable pour la CEDEAO de laisser 3 grands pays quitter, et pas les moindres, parmi les fondateurs même de l'organisation, pour des faits qui tiennent de la faute de l'institution elle-même. Et pour une simple cause, c'est que l'institution est composée de chefs d'État qui veulent survivre au pouvoir et donc qui sont prêts à donner tout à l'Occident pour se maintenir au pouvoir, et donc ils sont prêts à crever et même à tout couper tous les liens avec leurs frères africains qui réclament des choses qui relèvent de leur souveraineté. C'est déplorable. Et la Guinée aussi, tenez-vous bien, elle finira par emboîter le pas. Et ça augure quoi? La refondation de la sous-région. Vous pensez que la Guinée va quitter la CEDEAO? Oui, c'est une certitude mathématique. Si la CEDEAO ne fait pas amende honorable pour revenir à une dimension qui a prévalu sa mise en place, tous les pays là vont quitter. Et quelle va être la conséquence? Si les 3 pays-là ont quitté, avec effet immédiat et irréversible, la Guinée aussi va quitter. Et la résultante, c'est quoi? Tous les accords qui sont issus de la CEDEAO, notamment le passeport unifié de l'ECOWAS et tout ça finira par être remis en cause. Donc, pour aller au Togo, le Guinéen devra encore prendre un visa. Pour venir en Guinée, la même chose. Alors, imaginez tous les tarifs douaniers qui avaient été supprimés ou qui avaient été homologués vont être encore remis. Alors, aujourd'hui, il y a des pays qui vivent aux dépens des autres. Si la Guinée doit un jour quitter la CEDEAO, mais la Sierra Leone, le Sénégal, le Libéria, et qui encore la Gambie, tous ces pays commercent avec la Guinée. D'abord, premièrement, on va reprendre le système de visa entre nous. Donc, pour aller en Guinée-Bissau, il faudra un visa. Vous avez vu la bêtise humaine. Donc, des choses qu'on a dépassées il y a plus de 50 ans vont encore revenir et d'être d'actualité. Pendant que l'Union européenne, aujourd'hui, elle est en train de s'intégrer jusqu'à même devenir les États-Unis d'Amérique. Et nous, on est en train d'aller à encore fragmenter des institutions sous-régionales. Ce n'est même pas régional parce que ce n'est pas l'OIA. Et ça va avoir un impact même sur le fonctionnement de l'OIA parce que tous ces États se retrouvent au niveau de l'OIA. Qu'est-ce que la CEDEAO doit faire? Qu'est-ce que la CEDEAO pour vous doit faire concrètement? La CEDEAO, quand même, écoutez, la CEDEAO doit revenir à ses textes fondateurs. Pourquoi la CEDEAO a été créée? C'est pour la libre circulation des biens et des services entre les États membres. Raffermir et faciliter les échanges commerciaux pour booster les économies des États, assurer la sécurité commune et éventuellement essayer même d'aller dans une situation très évoluée d'intégration monétaire. Vous avez entendu à un moment, on parlait de la ZMAO, la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Tout ça va être compromis pour la bêtise humaine. Des chefs d'État sont là, ils appellent Paris pour avoir les directives et puis ils viennent. Comment la CEDEAO peut décider de fermer un État, de le fermer à tous les autres États membres de la CEDEAO? C'est là où la CEDEAO a vendu son âme au diable. L'âme de la CEDEAO, c'est de promouvoir la libre circulation des biens et des services entre les États membres. Et quand la CEDEAO dit d'isoler un membre, de le fermer, c'est que la CEDEAO a vendu son âme au diable. La CEDEAO n'avait ni cette compétence, ni cette mission, ni ce droit, parce qu'elle interfère dans la gestion intérieure des États qui relève de l'unique souveraineté du peuple de chaque État. Comment on peut dire, ouais, si vous faites un coup d'État en Guinée, même si tous les Guinéens soutiennent le coup d'État, la CEDEAO dit nous, on ne soutient pas. Alors ça veut dire que la décision de la CEDEAO est supérieure à la légitimité de tous les peuples des pays concernés. Mais M. Diallo, j'ai l'impression que, quand même, que dans la situation où on en est aujourd'hui, la CEDEAO n'a pas de marge de manœuvre pour faire revenir ces 3 pays au sein de l'organisation. Vous savez pourquoi?
parce que la CEDEAO devenait un instrument de la France pour déstabiliser ces pays. Donc, ils utilisaient des mécanismes qui vont au-delà de leur texte pour contraindre ces pays, pour étouffer ces pays. Comme ça qu'on ne voit pas la main européenne derrière, comment on appelle ça, le crime contre ces pays-là. Qu'on voit des Africains qui sont en train de décider contre leurs frères africains. Donc on dit à la CEDEAO, fermez les pays. On pensait qu'en étouffant le Mali, en fermant le Mali, l'économie malienne allait dégringoler, ça allait créer l'instabilité et les gens allaient s'insurger et puis on allait faire revenir encore le statu quo. Mais la Guinée a dit, on ne ferme pas notre pays au Mali. La Guinée est membre fondateur, même géniteur de l'idée de la CEDEAO. On ne peut pas imaginer une telle organisation, la créer, la faire fonctionner et venir encore que quelqu'un d'autre nous impose de faire des choses contre nature. La Guinée n'a pas fermé. Les Maliens sont restés là. Ça a créé du mal. Ils voulaient fermer le Niger. Ils voulaient même attaquer militairement le Niger. Depuis quand la CEDEAO peut décider d'aller bombarder un peuple parce que le peuple a souhaité d'avoir l'armée que l'élu. Mais au nom de qui il y a élection dans un pays? C'est pas au nom du peuple? C'est pas au nom du peuple qu'on fait les lois et les constitutions? D'accord. Si quelqu'un fait un coup d'État et tout ce peuple dit on te soutient, comment une institution qui est en dehors de ce peuple peut venir dire non, le peuple ne connaît pas, c'est nous qui défendons, on va vous bombarder? Au nom de quoi? Au nom de quoi? L'Allemagne a failli être renversée par un coup d'État. Vous pensez que si le coup d'État avait réussi en Allemagne, que l'Europe allait fermer l'Allemagne de toute l'Europe? Bien. M. Diallo, au Sénégal, l'élection présidentielle est reportée. C'était le discours du président Macky Sall hier, puisque, selon ses raisons, il y a une crise institutionnelle, un différend entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale. Quelle est votre opinion, votre position, votre plutôt analyse par rapport à cette situation qui fait aujourd'hui débat? C'est un sujet quand même d'actualité. Le Sénégal, depuis les années 60, c'est quand même un événement particulier du côté du Sénégal, dans la situation politique du Sénégal. Bon, mais moi je pense que le président Macky a pris une bonne décision. Parce que dans la constitution sénégalaise, le président de la République est le garant du fonctionnement des institutions. Lorsque deux institutions donnent des avis contradictoires qui impactent sur des droits aussi fondamentaux que les droits d'éligibilité d'un candidat, le président doit prescrire une mesure pour pouvoir trouver la solution. Il ne va pas suivre l'opposition de ces... Je vous donne un exemple. On dit Karim Wade ne doit pas, sa candidature a été annulée parce qu'il a une double nationalité. Mais il y a eu des gens qui ont une double nationalité dont la candidature a été validée. Donc, dès lors qu'il y a ce 2 poids 2 mesures, le président doit prendre une mesure. Il doit décider. Et puisque ce n'est pas à lui de poser les actes du Conseil constitutionnel ou de l'Assemblée, alors il doit d'abord repousser les élections jusqu'à ce que chaque institution soit ramenée à sa proportion, qu'on essaie de permettre aux victimes de faire des recours et de faire prospérer leurs droits. Maintenant, si les Sénégalais tombent c'est-à-dire dans l'infection commune qui dit non, il faut 2 mandats, c'est-à-dire dès que ton deuxième mandat finit à 24 heures, le lendemain, il faut que tu quittes, ça c'est une folie africaine qui s'empare des masses. Vous comprenez? C'est pas ça qui va faire de nos États démocratiques. Ce n'est pas en limitant les mandats qu'on va être démocrate. Non, tu peux être dans la limite de tes 2 mandats le pire dictateur de l'histoire. Donc la limitation de mandats ne crée pas la démocratie. L'augmentation du nombre de mandats n'enlève pas le caractère démocratique d'un État. Sinon, les monarchies démocratiques n'allaient pas exister. On ne peut pas dire qu'il y a la démocratie en Belgique. On dit que la Belgique, c'est un pays de démocrates. Mais où est la démocratie? La justice est rendue au nom d'un homme. C'est au nom du roi que c'est rendu. En Angleterre, elle est rendue au nom du roi. Vous comprenez? Et on appelle ça de la démocratie. Le chancelier allemand, il peut faire 1000 mandats.
Personne ne lui demande de quitter. On dit ça, c'est de la démocratie. Mais quand c'est en Afrique, quand il dépasse 2 mandats, on dit non, il est devenu un dictateur. Et c'est les mêmes Africains qui t'insultent. Et de la plus grande éminence grise de l'Afrique, les gens, ils se jettent dans ces inerties-là. Mais c'est du délire continental. Vous comprenez ça? Le président de la République, il doit prescrire des mesures pour essayer de faire fonctionner les institutions de la République. Quand les institutions sont en contradiction, c'est à lui de prescrire la mesure utile. Et il a repoussé d'abord les élections en attendant que cette situation soit décantée. Alors quand je vois un intellectuel africain qui dit que ça c'est mauvais, il veut rentrer dans la dictature, il veut augmenter son mandat, mais si les institutions dysfonctionnent, ça peut toujours servir à quelqu'un. Le crime est toujours profitable à quelqu'un, même si ce n'est pas le commanditaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il devient le criminel. Si le président peut encore avoir quelques mois au pouvoir parce que les institutions n'ont pas fait leur travail, mais ce n'est pas à lui qu'il faut s'attaquer. C'est aux institutions qu'il faut s'attaquer. D'accord. Le 29 janvier dernier, l'Italie organisait son sommet avec l'Afrique, qui a réuni quelque chose de 25 chefs d'État et de gouvernement. Mais qu'est-ce que l'Afrique a gagné de ces sommets, M. Diallo? Bon, moi je crois qu'il faut demander plutôt qu'est-ce que l'Italie a gagné de ce sommet. L'Afrique va gagner quoi? L'Italie est la première porte d'entrée des migrants en Europe. Et l'Italie a vu que l'Europe est en train de prendre des mesures aujourd'hui qui ne l'arrangent pas, parce qu'on veut lui laisser seul avec les migrants. C'est pourquoi à un moment, les Italiens ouvraient les portes pour que les migrants rentrent dans toute l'Europe. Et ils menaçaient. Si l'Europe ne lui vient pas en aide, ils ouvrent. Parce qu'ils sont en train de récolter la conséquence du pillage de l'Afrique par les autres pays de l'Europe qui veulent fermer leurs frontières, notamment la France. Ils vont piller l'Afrique, achasser l'Afrique, affamer l'Afrique, désorienter l'Afrique, créer l'instabilité et les guerres en Afrique, et les enfants prennent la mer pour sortir en Italie. Les Italiens ont dit aux Français, si vous n'arrêtez pas de piller ces gens et qu'ils viennent ici, nous on va ouvrir les portes, ils vont rentrer dans toute l'Europe. Comme ça, on va partager tous les conséquences de vos actes. Vous avez vu, il y a des voix les plus autorisées de l'Italie qui ont dit, des leaders politiques, des hommes d'État. Donc aujourd'hui, si l'Italie appelle l'Afrique à venir, c'est pour d'abord parler de ce problème-là. Donc c'est à l'Italie, c'est elle qui peut gagner. Moi, je ne vois rien de la politique italienne qui puisse être capitalisée pour tous les pays africains, pour les aider. L'Italie elle-même, elle est en train de demander l'aide européenne parce qu'elle est dans des situations compliquées. Mais, ceci étant, c'est toujours bien de se retrouver pour poser les vrais problèmes, parce que les enfants qui viennent en Italie, ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos compatriotes, c'est des Africains. Donc si la première terre d'accueil, c'est normal d'échanger avec eux pour savoir aussi dans quelle mesure remercier les Italiens et de leur demander encore plus de collaboration pour aider ces jeunes. Parce que pour l'instant, il ne faut pas rêver, on ne peut pas interdire. Et bon, si on ne peut pas interdire une chose, il faut la normaliser, il faut la gérer. Vous comprenez? Donc c'est dans ce cadre que moi je vois les échanges, ça peut aider les Africains, mais les chefs d'État africains qui vont partir. C'est aussi par la résultante de leur mauvaise gestion de leurs États que les enfants se retrouvent en Italie. Donc si les Italiens invitent ces mêmes chefs d'État pour venir parler de ça, ben, qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils leur disent? D'ailleurs, ils vont même compromettre le sort de ces enfants parce qu'ils vont venir dire non, dans leur pays, ils n'ont pas de problème, ne leur donnez pas les papiers. Alors que c'est faux, il y a des problèmes. Vous comprenez? Mais, d'accord. Voilà. Bien. Il faut toujours se rencontrer pour échanger. Oui, oui. Monsieur Diallo, je voudrais vous remercier d'être passé ce soir dans cette émission et vous adresser la dernière question à travers laquelle vous pourrez conclure cet entretien. Lorsque vous parliez de la Guinée, vous avez dit être fier d'avoir accompagné Alpha Condé. Cela a été bénéfique pour vous. J'ai envie de poser la question, de quoi êtes-vous le plus fier d'avoir accompagné Alpha Condé dans cette expérience? En fait, ce n'est pas une fierté, mais c'est un réconfort. J'ai accompagné Alpha Condé dans une aventure où on était convenu
que après son mandat, il allait faciliter une transition générationnelle. Parce que le constat chez nous en Guinée, c'est que la Guinée est prise en otage par une équipe qui roule en cercle fermé. Ça ne tourne qu'entre ce cercle-là depuis plus de 20 ans. Donc aujourd'hui, si on a la résultante que nous avons et dont on n'est pas fier et dont on n'est pas satisfait, alors il faut changer ce cercle-là complètement. On ne va pas tomber à aller attaquer individuellement des gens, mais vous avez dirigé, vous avez fait ça pendant un bout de temps, il n'y a aucun résultat. Merci à vous, mais partez faire autre chose. Mais vous ne pouvez pas vous recycler, vous avez perdu des avantages du confort du pouvoir, vous vous recyclez en opposant pour venir encore chercher à briguer ces avantages perdus et vous voulez vendre du vent aux gens. Non, non, bon, écoutez, tout ce qu'on réclamait à ces anciens ministres, au temps de Lansana Conté, c'est ce que les Alpha Condé les réclamaient. Quand il est devenu président, il a recyclé presque la majeure partie de ses anciens encore, de Conté, et il en a greffé d'autres à lui. On réclamait la même chose à cette équipe. Donc, tant que c'est les mêmes gens qui viennent, on a dit qu'il ne faut pas être bête. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc, c'est cette garantie de faciliter une transition générationnelle qui, moi, m'engageait à travailler avec lui. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand il m'a appelé pour travailler, il dit, puisque vous dites que vous travaillez pour la Guinée, au lieu d'aller jeter des pierres là-bas, mais si on vous propose de venir travailler avec nous, mais vous ne me servez pas, moi, Alpha Condé. Si toi, tu veux servir ton État, alors c'est soit tu vas enseigner dans les universités, ou tu crées une structure où tu vas vraiment faire des choses qui aident ton pays, ou tu rentres dans les institutions de l'État où tu peux servir ton pays. Mais ce n'est pas en sabotant, insultant que tu vas changer. J'ai trouvé que c'était logique. Et je voulais aller à l'Assemblée et je suis parti à l'Assemblée. Le bout de temps que j'ai fait là-bas, j'ai participé à élaborer des lois, à faire des dynamiques qui sont bien pour le pays. J'ai ce réconfort et cette fierté d'avoir participé à mettre ça en place. Vous comprenez? Quand on est homme d'État, on ne va pas jurer que si je ne suis pas président, rien ne m'intéresse dans le pays. Ou bien tant que je ne suis pas président, je ne pose aucune brique, ou je n'enseigne aucun étudiant, ou je ne mets pas mon savoir au service des populations. Aujourd'hui, tous les leaders politiques que nous sommes, on serait parti à partager nos expériences dans les universités, les lycées et dans les écoles professionnelles. Ça aurait aidé beaucoup le pays. Il y a des gens parmi nous qui ont des références, qui ont des backgrounds, qui sont considérés comme des génies et des messies ailleurs. Mais pourquoi ils ne mettent pas leur savoir à la disposition des jeunes Guinéens? Non, tant qu'il n'est pas président, il ne fera rien. Mais quand il est président, vous avez vu un président guinéen aller enseigner à l'université? Donc, c'est-à-dire son intelligence, il la met exclusivement au service de chercher à être président. En dehors de ça, il meurt avec tous ses acquis et puis voilà, aucun ne bénéficie de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, alors, que ce soit par le fait, la volonté ou non d'Alpha Condé, c'est un jeune président qui est venu. Je suis plus âgé que le général Mamadi. Alors pour moi, si j'ai rêvé avoir un changement générationnel et Dieu a fait qu'il soit là, ben, il faut le soutenir. On n'a pas à combattre tous les chefs d'État qui viennent. On a combattu Lansana Conté, il est parti. Dadis est venu, on l'a combattu parce qu'on pense qu'il va s'éterniser au pouvoir. Il est parti. Alpha Condé est venu, 10 ans de combat. Il est parti. Celui-là aussi vient dans un contexte où il dit de Yomo à Boulbiné, on va tous faire la refondation. Venez, je tends la main, on veut le combattre parce qu'il n'organise pas des élections. Finalement, on va faire quoi dans ce pays? On va combattre tous ceux qui vont prendre le pouvoir. Tant que ce n'est pas nous qui venons au pouvoir, on va combattre tous les présidents. Est-ce que vous avez vu ici, là, aussi violent que soit l'extrême droite européenne, est-ce que quand quelqu'un est élu président, est-ce qu'ils vont déverser les gens dans la rue chaque semaine? Vous ne voyez pas ça ici. Et nous voulons ressembler à ces États en termes de démocratie, de respect des droits et de développement. Mais on ne fait jamais ce qu'eux ils font et la façon dont ils le font. On dit quand tu veux faire, on dit quand ton voisin invente le chat, il faut faire le lion.
D'accord, d'accord. Merci Boubacar Sidiki Diallo. Je rappelle, là, vous êtes président du parti UMP Guinée, ancien député à l'Assemblée nationale de Guinée.